L'administration territoriale au Togo est marquée actuellement par quelques remaniements. Il s'agit de la nomination de nouveaux préfets dans plusieurs localités du pays. En effet, le chef de l'État Faure Gnassingbé a procédé à la nomination de 9 nouveaux préfets. Ainsi, dans la préfecture du Golfe, Agbodan Kossivi est nommé pour administrer cette préfecture. La même charge est allée à Tinaka Wediabalo Kossi dans la préfecture d'Agouenivé. Dans la préfecture de Zio, c'est Gadewa Maouna aux commandes. Kodjo Agbeko est désigné préfet de Logou. La préfecture de la Kébou sera désormais administrée par Toi Koku. Tchaoudjo sera dirigé par Tchembiadja Yenjunakoa, alors que Bassar sera supervisé par le lieutenant-colonel Asiao Dabalo en tant que préfet. Dans la préfecture de la Kosa, un colonel remplace un autre. Le colonel Bonfo Fari remplace le colonel Bakaliemou. Ouro Gourougou Ourominal est nommé préfet de Tone. Rappelons que ces changements s'inscrivent dans le cadre des efforts dans le but de renforcer la gouvernance locale. Ces nouveaux préfets vont assurer la coordination des services de l'État au niveau local et aussi veiller à la bonne application des décisions prises au sommet de l'État. Le 1er janvier 2021, les pays africains mettaient en place la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Cependant, les différentes procédures relatives au commerce ne sont pas tout à fait conformes au texte de la ZLECAf. Une mise à jour s'impose. Le Togo, ayant ratifié l'accord de la ZLECAf, procède graduellement à la mise à jour de ces dispositifs pour répondre aux normes établies par la zone de libre-échange. En Conseil des ministres mercredi, le gouvernement a examiné en première lecture le projet de loi portant organisation de la concurrence et de la protection des consommateurs au Togo, le projet là même qui avait déjà fait l'objet d'une première lecture lors du précédent Conseil des ministres. Il s'agira de retravailler la loi sur la réglementation et la régulation du marché togolais de décembre 1999 en l'alignant sur les exigences communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO, puis le protocole portant création de la zone de libre-échange. Il s'agira aussi de mettre à jour le cadre normatif national en matière de concurrence afin que celui-ci permette de contrôler les pratiques des entreprises tout en assurant efficacement la protection des consommateurs. Le nouveau cadre normatif veillera à la préservation du tissu entrepreneurial et de la production au niveau local en garantissant un cadre de croissance optimale aux entreprises togolaises. Le texte examiné en Conseil des ministres va intégrer les différents impératifs dans la définition d'une législation permettant l'ouverture, la compétitivité et la libre concurrence sur le marché togolais et international. L'Union togolaise de banques UTB et International Business Bank IB Bank sont à nouveau revenus sous le giron de l'État togolais. Les deux banques sont rachetées. L'objectif de ce rachat est de stabiliser ces banques devenues fragiles. L'Union togolaise de banques a longtemps été plombée par des fonds propres tombés en territoire négatif. Il a fallu des investissements de près de 13 milliards de capital supplémentaire pour qu'elle retrouve un semblant de souffle financier. À ce stade, l'UTB s'approche des normes de fonds propres imposées par la commission bancaire de l'UEMOA. D'ici avril 2025, un plan de restructuration sera adopté avec une mise en œuvre totale prévue pour octobre 2025. Pour IB Bank, les résultats sont contrastés. Les recettes issues de la vente de son ancien siège ont permis d'alléger la pression financière et d'améliorer ses fonds propres réglementaires. Après plusieurs années de pertes, IB Bank a finalement renoué avec les bénéfices en 2024. Dans le budget de 2024, l'État togolais a réservé 69 milliards pour remettre sur pied ces deux banques. Les autorités togolaises insistent sur la nécessité d'améliorer la gouvernance et les fondamentaux économiques pour éviter une nouvelle dégradation dans un secteur bancaire déjà fragile. L'UTB et IB Bank représentent à elles seules 20% des actifs du secteur bancaire togolais. Le Fonds monétaire international FMI continue de recommander à l'État togolais d'envisager une privatisation des deux banques. Initié dans le cadre du projet d'identification unique
Pour l'intégration régionale et l'inclusion, l'opération de recensement biométrique au Togo vise à doter chaque citoyen et résident d'un numéro d'identification unique. Ce projet, soutenu par la Banque mondiale, ambitionne de moderniser le système d'identification en s'appuyant sur des données biométriques et démographiques fiables. La première phase, lancée en 2024, a couvert la zone 1, comprenant les préfectures de Sankassé et de Tone, situées dans le nord du pays. Alors que cette phase a permis à une large portion de la population d'être enrôlée, les autorités ont mis en place des mesures pour permettre à ceux n'ayant pas encore pu se faire enregistrer de le faire dans les semaines à venir. Une équipe de ratissage interviendra pour offrir une dernière chance aux retardataires. La phase 2, prévue pour démarrer le 17 janvier 2025, se concentrera sur la zone 2. Celle-ci englobe notamment les préfectures de Tandjouari, Oti et Oti Sud. Des équipes d'enrôlement seront déployées pour recueillir les données biométriques de la population dans les centres dédiés. Ce recensement constitue une étape essentielle dans la création du numéro d'identification unique, facilitant l'accès aux services publics et contribuant à une meilleure inclusion sociale. Les citoyens sont invités à se rendre dans les centres d'enrôlement dès l'ouverture des opérations afin de garantir leurs inscriptions et de participer pleinement à ce processus qui aura des impacts sur la gestion des services publics à l'échelle nationale. Ce n'est plus qu'une question de semaines. La force armée des États du Sahel devrait être opérationnelle très prochainement, d'après le ministre nigérien de la Défense, qui s'exprimait à la télévision publique. Selon lui, cette force unifiée, c'est son nom pour l'heure, est pratiquement prête avec un effectif annoncé de 5000 hommes. Nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Dans les faits, les pays de l'AES mènent déjà des opérations ponctuelles conjointes contre les djihadistes, dans la zone des 3 frontières notamment, où les attaques sont les plus nombreuses. Mais avec cette nouvelle force unifiée, le Niger, le Burkina Faso et le Mali s'affranchissent dans l'opérationnel sur le terrain de toute autre tutelle, au moment où ces pays quittent la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, cette organisation inféodée à Paris selon eux. Mais avec ou sans la France, le Sahel reste avant tout une zone sous menace permanente, l'épicentre du terrorisme mondial, selon les Nations Unies. Le Sahel est l'épicentre de l'une des crises les plus brutales au monde. Depuis 3 ans, le nombre de personnes tuées par des terroristes dépasse les 6000, soit plus de la moitié de tous les décès liés au terrorisme dans le monde. Dans ce classement mondial des décès liés au terrorisme, l'augmentation stupéfiante du nombre de morts dans la zone des 3 frontières place désormais le Burkina Faso à la première place. Des proches du journaliste, le visage grave, assistent à cette messe dans le hall de la radio Amplitude FM où officiait Martinez Zogo. Une messe 2 ans après la découverte de son corps sur un terrain vague à la périphérie de Yaoundé. Pour l'abbé Gérald Ndiana, la douleur reste vive. La famille et les proches de Martinez Zogo réclament justice. Moi, en tant qu'homme de Dieu, ça me touche encore énormément jusqu'à présent en arrivant ici à Amplitude FM. Et malgré son assassinat, nous voulons que par la grâce de l'Éternel, que justice soit faite. En ce triste anniversaire, l'antenne d'Amplitude FM est meublée par la musique religieuse. Célestin, qui mettait en ordre l'émission Embouteillage dans laquelle l'animateur dénonçait vertement la corruption et les détournements de fonds de certains pontes du régime, ne s'est toujours pas remis de la disparition de celui qu'il considérait comme son mentor. Quand je pense que je viens là tous les jours, je vois sa photo affichée partout, je lance son émission qui faisait toujours comment lancer, mais c'est pas lui qui parle, ça fait mal. 2 ans après, son corps est toujours à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Charlie Chouamot est le rédacteur en chef de la radio Amplitude FM. Son journal du jour accorde une large plage au 2e anniversaire de la disparition de Martinez Zogo. Il se souvient de ce funeste 22 janvier 2023. Quand nous sommes arrivés à Ibogo, nous avons découvert le corps de Martinez Zogo jeté dans une broussaille, nu comme un ver de terre.
Franchement, c'était très horrible et le corps était en état de putréfaction. 17 personnes, parmi lesquelles plusieurs agents de la DGRE, les services des renseignements camerounais, ainsi que l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, sont jugés depuis mars 2024 devant le tribunal militaire de Yaoundé. Le procès, qui a déjà connu 15 renvois, reprendra le 3 février. Au Gabon, l'élection présidentielle est fixée au 12 avril. Cela marque une étape importante vers le retour à un régime civil. Le scrutin se déroulera de 7h à 18h, conformément aux règles en place, a annoncé le gouvernement de transition après un conseil des ministres. Les réformes avancent avec un nouveau code électoral et une constitution révisée votée par référendum en novembre. Parmi ces 173 articles, certains consacrent un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois, avec un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort. Le général Brice Oligui Nguema, au pouvoir après le coup d'État de 2023 contre Ali Bongo, a promis une transition de 2 ans. Nguema a aussi révélé ses ambitions présidentielles. Depuis avril 2023, la guerre au Soudan entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide continue de provoquer des déplacements massifs de population. Selon l'ONU, ils sont plus de 70 000 à avoir traversé le point de passage de Djoda à la frontière nord du Soudan du Sud au cours des 21 derniers mois. Le total des réfugiés dépasse désormais 1 million. Le Soudan du Sud, déjà marqué par sa propre histoire de guerre civile, se retrouve débordé par l'afflux massif de réfugiés. Des centres de transit initialement conçus pour accueillir 5000 personnes hébergent désormais plus de 16 000 réfugiés. La situation de ces derniers est aussi aggravée par des tensions sociales. Mercredi, les autorités de Djouba ont appelé au calme face à la propagation de discours de haine et à des incitations à la violence visant les réfugiés soudanais. Pour limiter la propagation de fausses informations en ligne, les autorités ont bloqué Facebook et TikTok. Le lycée Younoussa Bamana, à l'image de plusieurs autres établissements scolaires, doit recevoir les élèves lundi prochain, date prévue pour la reprise des cours à Mayotte. Mais un peu plus de 5 semaines après le passage du cyclone Chido sur le territoire français, les dégâts restent visibles. Les écoles n'ont pas été épargnées. À l'approche de la rentrée, les habitants et les pompiers du lycée de Petite Terre à Mamoudzou travaillent encore à consolider la structure de certains bâtiments. Nous avons mis plus de 60 personnes sur le chantier. L'idée, c'est de sécuriser un maximum de salles de classe afin que les élèves puissent réaliser la rentrée et être dans des locaux sécurisés. Donc principalement, on purge ce qui peut créer des blessés et nous bâchons partout où on le peut pour mettre hors d'eau les bâtiments. Les enseignants ont repris le service lundi dernier, découvrant de nombreuses salles de classe dépourvues de toit ou de plusieurs fenêtres. Alors l'établissement a été impacté, notamment on avait construit une superbe MDL pour les élèves qui est malheureusement détruite en grande partie. Après, globalement par rapport aux autres, non, les dégâts sont minimes. On a 12 salles à peu près qui sont inutilisables, ce qui est quand même relativement peu par rapport à l'ensemble de l'établissement. Après les affres de la tempête Chido, la reprise des cours a été repoussée d'1 semaine en raison de la menace du cyclone Dikeledi. Un nouvel incendie s'est déclenché au nord de Los Angeles. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser un gigantesque feu de forêt qui s'est propagé rapidement, entraînant l'évacuation de plus de 31 000 personnes. L'incendie s'est déclaré mercredi en fin de matinée et a carbonisé en moins d'1 journée près de 41 km² d'arbres et de broussailles près du lac Castaic, une zone de loisirs populaire située à une 60aine de kilomètres des incendies dévastateurs d'Eaton et de Palisades. Plus de 4600 pompiers sont engagés sur place, assistés d'avions et d'hélicoptères larguant sans relâche de l'eau et du produit ignifuge sur la zone.
Bien que la région ait été placée sous alerte rouge pour risque d'incendie grave, les vents n'étaient pas aussi rapides qu'au moment où ces incendies se sont déclarés, ce qui a permis aux avions de lutte contre les incendies de déverser des dizaines de milliers de gallons de retardateurs de flammes sur le dernier brasier. Le sud de la Californie, qui subit depuis des mois des épisodes de sécheresse, est un terrain propice aux incendies, même en plein hiver. Ce nouvel incendie devrait continuer sa progression selon les spécialistes, en particulier s'il atteint le comté de Ventura, où la végétation asséchée est très dense.